Donc, je vais vous présenter les neurostimulations manuelles et les douleurs plantaires. Donc là, devant vous, vous avez un petit schéma qui représente le sommaire de mon introduction. Donc, au départ, je vais vous parler, vous montrer comment on peut manuellement venir stimuler des nerfs et en stimulant ces nerfs, comment on va moduler le tonus musculaire et de ce fait agir sur des douleurs. On va s'intéresser particulièrement aux douleurs plantaires pour aujourd'hui et précisément aux thalalgies. Ensuite, je vous présenterai un cas un peu particulier mais très intéressant qui est la neuropathie de Baxter pour terminer avec un cas clinique et une démonstration. Donc, les neurostimulations manuelles datent d'il y a longtemps déjà. On voit qu'au début du 19e siècle, elles étaient utilisées et décrites par les médecins, puis ensuite par les kinésithérapeutes et enfin les ostéopathes. Les informations à retenir, c'est que la douleur neurale se localise à l'émergence des rameaux nerveux. Donc, il va y avoir des petites régions dans le corps d'où émergent les nerfs sur lesquels on va pouvoir venir exercer une pression pour moduler la douleur. Ça, c'est la deuxième information importante à retenir que je vous ai notée, car la douleur cesse ou change de nature sous une forte pression. Donc, ces petits points-là, qui correspondent donc à l'émergence des rameaux nerveux, peuvent être situés un peu partout dans le corps et donc bien sûr au niveau du pied. La question qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurophysiologique quand on appuie sur ces nerfs? Donc, on a deux hypothèses qui peuvent expliquer la réactivité des nerfs. La première, celle des nervi nervorum. Donc là, vous avez le schéma d'un nerf avec les vaisseaux qui l'accompagnent, artères et veines. Et en petit, ici, vous voyez les petits filets nerveux là correspondent aux nervi nervorum. Donc les nervi nervorum sont des petits nerfs qui sont situés en périphérie du nerf lui-même, qui sont un peu comme des guetteurs, qui sont présents pour informer des contraintes exercées sur le nerf. Autrement dit, s'il y a des pressions ou des tractions trop importantes qui s'exercent sur le nerf, ces nervi nervorum vont décharger, envoyer une information, créer une contraction musculaire pour venir protéger ce nerf. La deuxième hypothèse, qui est issue d'une publication un peu plus récente, ici en 2006, nous fait penser qu'on agit peut-être directement sur le nerf. Là, je vous ai mis une photo où on voit justement une synapse avec différents récepteurs. Donc, il y a de nombreux éléments biochimiques, mais il existe aussi des récepteurs dits mécanosensibles. Ça veut dire que ces récepteurs sont sensibles aux contraintes mécaniques, comme la pression par exemple. Donc, quand on vient exercer une pression sur le nerf, on va activer des canaux ioniques, activer pareil un message nerveux qui va modifier les contractions musculaires. Donc, il y a deux hypothèses. Quand on stimule, quand on fait des neurostimulations, on va agir soit sur le nervi nervorum, soit directement sur le nerf. Mais dans les deux cas, on va venir moduler le tonus musculaire. En posturologie, on s'intéresse beaucoup au tonus musculaire. Donc, pour rappel, le tonus musculaire, c'est la tension légère à laquelle se trouve normalement soumis tout muscle squelettique à l'état de repos. À l'état de repos, ça veut dire surtout quand on n'est pas dans le mouvement, donc quand on maintient des positions, quand on a une position debout, quand on maintient une position assise, quand on doit maintenir par exemple le bras levé un instant comme ceci. Ne serait-ce que de maintenir la tête dans une position longtemps pour lire fait appel au tonus musculaire. Donc, quand vous avez un patient qui vient vous voir et qui vous dit que ces douleurs arrivent lors de maintien de position, notamment l'orthostatisme prolongé, il faut penser que peut-être derrière, il y a une problématique au niveau du tonus. Ce qui est intéressant aussi dans la définition, c'est que le tonus disparaît après section du nerf. Donc, il y a un lien neurophysiologique qui est fait entre le nerf et le tonus musculaire. Donc, quand on agit, nous, sur le nerf en thérapie manuelle, on vient moduler le tonus musculaire. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant pour la partie traitement. Avant de traiter, il faut bien sûr diagnostiquer. Donc, en posturologie clinique, on apprend plusieurs tests cliniques. Je vous en présenterai quelques-uns, mais la batterie de tests est assez longue. Mais on se base toujours sur ces mêmes principes. Donc, André Thomas et Dea Jouriaguera, qui sont médecins neurologues et psychiatres neurologues, nous ont appris que pour évaluer le tonus, il fallait apprécier la résistance à l'étirement du muscle, éventuellement évaluer la cinématique articulaire. Donc, vous verrez dans la démo tout à l'heure, je vous présenterai différents tests et on retrouvera ces principes-là. Donc, on agit sur le nerf, on modifie le tonus musculaire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de modifier la douleur. Donc là, pour la présentation d'aujourd'hui, on s'intéresse aux thalalgies. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième motif de consultation le plus fréquent en podologie et ça représente environ 6% des consultations en rhumatologie. Donc, c'est intéressant pour le podologue de connaître ça et de pouvoir échanger avec les médecins rhumatologues. Elles peuvent être nombreuses. Donc, je vous ai dressé à la fin une liste non exhaustive des différentes pathologies. Donc, on parle surtout ici de pathologie organique, c'est-à-dire qu'on a une atteinte, voire une lésion d'une des structures. Ici, vous avez par exemple cutanée, sous-cutanée, aponévrose, articulaire et osseuse. Je vous laisse lire tranquillement. Mais le message que je voudrais vous faire passer,
c'est cette petite phrase que j'ai tirée d'une publication d'Akasby en 2009. Il nous dit que si la thalalgie plantaire commune par myoaponévrosite plantaire est la plus fréquente, elle ne doit être affirmée qu'après élimination des autres pathologies possibles. Donc pour moi, en tant que podologue également, je trouve très important de mettre l'accent sur le diagnostic différentiel. C'est un des outils et même une des obligations qu'on a en tant que podologue. Et donc là, je vous ai remis la liste. Au-delà de toutes ces structures, il peut aussi y avoir des atteintes au niveau du nerf, ce qui m'amène directement à vous parler de la neuropathie de Baxter. Pourquoi la neuropathie de Baxter est intéressante selon moi? Bon, déjà parce qu'elle est assez fréquente. On voit ici que c'est une douleur qui est localisée à peu près au niveau du médio-pied, donc on peut considérer à peu près au niveau de la partie moyenne de l'aponévrose plantaire, mais également aussi sur la partie toute médiale, ici quasiment en regard de la partie médiane du talus, et au niveau de l'insertion ici de l'aponévrose. Donc ces localisations-là nous font penser souvent à une myoaponévrosite plantaire, et malheureusement c'est souvent le diagnostic qui est posé alors que ce n'est pas le cas. En plus de ça, elle représente 15% des douleurs de pied chez l'adulte et jusqu'à 20% des thalalgies plantaires. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vous sensibiliser, puisqu'on apprend en formation à le diagnostiquer, mais surtout à le traiter. Et vous verrez qu'on peut, grâce notamment aux neurostimulations manuelles, vraiment soulager le patient et améliorer les choses au niveau des traitements semelles. Donc, je vais vous présenter un cas d'une femme de 49 ans qui est venue me consulter en cabinet en ostéopathie pour des thalalgies plantaires chroniques unilatérales à droite. Elle se plaignait de douleurs donc, de type mécanique, majorées justement en orthostatisme et également à la marche. C'est un podologue qui me l'avait envoyé, mais un podologue qui n'avait pas fait la formation en posturologie, donc vraisemblablement qu'il ne connaissait pas les stimulations manuelles. Et ces semelles avaient pourtant soulagé la patiente puisqu'elle est passée d'un EVA de 8 sur 10 à 6 sur 10. Mais il restait des douleurs. Les examens complémentaires, puisqu'on est dans une problématique fonctionnelle, étaient bien évidemment négatifs. Donc maintenant, je vais vous présenter une petite vidéo qui reprend l'examen clinique que j'ai effectué à cette patiente-là. Alors, hop, on va lancer ça. Voilà. Ok. On a bien la vidéo cette fois-ci? Oui. Donc après l'anamnèse, on va commencer l'examen clinique postural. On a plusieurs tests cliniques d'analyse du tonus, le but étant de rechercher une asymétrie tonique et fonctionnelle. On va commencer par évaluer la capacité fonctionnelle de stabilité de cheville avec le test d'appui unipodal et on constate chez madame qu'il y a des difficultés à tenir sur son pied droit. Si on regarde bien la colonne interne qui s'effondre, la danse des tendons, des orteils qui ont tendance à se mettre en grasping qui sollicitent beaucoup les courts et longs fléchisseurs des orteils. Sur son pied gauche, on constate que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus stable. Moins d'oscillation, elle est capable de tenir facilement 30 secondes. Si on regarde un peu plus près sur sa colonne interne, pas d'effondrement, pas de chute du médio-pied, pas de grasping. Le test est donc positif à droite, négatif à gauche. On va enchaîner avec l'évaluation des capacités fonctionnelles au niveau du bassin. Donc là, on a un autre test qui s'appelle le test de stabilité pelvienne unipodale. Quand elle se met sur son pied droit, on voit la chute du bassin à gauche et même chose à droite. Donc elle a vraiment des difficultés à stabiliser son bassin de façon bilatérale. Le test est donc positif de façon bilatérale. On enchaîne ensuite avec l'épreuve posturodynamique. Donc elle incline la tête, le tronc et les lombaires. Et là, on voit une absence de rotation au niveau thoracique et lombaire et une rotation cervicale. Ici, ça tourne bien. Donc tout va bien. On va ensuite faire le test de podopelvien. On voit une rotation à gauche et une translation à droite. Donc il y a des dysfonctions sur tout le côté droit. Podopelvien, lombaire, thoracique et cervical en bilatéral. Ensuite on enchaîne par des tests en décubitus. André Thomas proposé pour évaluer le tonus d'apprécier la résistance à l'étirement des muscles et l'évaluation des amplitudes articulaires. Donc on va avoir des tests sensoriels et des tests cinétiques. D'abord on positionne bien le patient, les bras le long du corps, les yeux ouverts, les dents non serrées pour avoir des conditions standards.
Ensuite, on prend un test référentiel au niveau des malléoles pour apprécier la cinématique tissulaire. Donc là, par exemple, j'ai une bonne cinématique sur son pied gauche et une absence de mouvement sur le pied droit. Ensuite, on va demander des variations concomitantes pour apprécier les variations tissulaires. Donc d'abord, par exemple, une flexion talocrurale. Là, on investigue plutôt le plexus lombaire. Et une extension talocrurale pour réintégrer le plexus sacré. Et là, je retrouve une bonne cinématique tissulaire en bilatéral. Je vais ensuite majorer l'appui et je vais avoir une attraction tissulaire à droite vers le bas. Donc là, je vais m'orienter vers une dysfonction du plexus sacré inférieur. Donc je vais m'intéresser aux loges antérieures, latérales et plantaires de jambes. Donc là, en faisant une pronation, je vais évaluer la résistance à l'étirement du muscle de la loge antérieure, une supination pour la loge latérale et une flexion, puis une supination pour la loge postérieure et plantaire. Et là, on constate vraiment une asymétrie. Le côté droit a du mal à aller en flexion et en supination. Donc, ces résultats-là m'orientent vers une dysfonction plutôt de la loge plantaire, à droite. Donc là, petit rappel, on va s'intéresser au territoire d'innervation des nerfs plantaires. Donc là, vous avez en rose le plantaire méde, en jaune le plantaire latéral et en vert le nerf calcanéen médial. Donc je vais utiliser des tests sensoriels sur ces différents territoires pour palper le tonus, recherchant un mouvement céphalopodal dans les différentes loges. Je vais m'intéresser aussi à la partie intermédiaire, toujours innervée par le plantaire latéral, et la partie postérieure par une branche collatérale du nerf tibial qui est le calcanéen méde. Donc là, j'ai vraiment une dysfonction sur cette petite partie-là. Alors, petit rappel des nerfs aussi. Donc on a différents nerfs. À partir du nerf tibial, le nerf plantaire méde, qui se dirige vers l'abducteur du 1, le plantaire latéral, qui se dirige latéralement et qui va donner des petites branches, notamment sa première branche qui est le calcanéen inférieur. Et enfin, en continuité du nerf tibial, le nerf calcanéen méde, qui va énerver toute la partie du talon et également l'aponévrose plantaire. Donc sachant qu'on avait une dysfonction à peu près au centre, je vais me concentrer dessus. On sait que le calcanéen inférieur va énerver le court fléchisseur des orteils, l'abducteur du 5 et le carré plantaire qui lui va se terminer sur le long fléchisseur des orteils. Donc dans cette partie-là, on va d'abord avoir une main territoire qui se place au niveau musculaire, donc court fléchisseur des orteils, carré plantaire. On se met en strate intermédiaire, on essaye d'être bien au contact du muscle et on va rechercher ce fameux mouvement céphalopodal qui nous permet d'évaluer le tonus. Ensuite, on va aller rechercher la petite émergence nerveuse, donc toujours du nerf calcanéen inférieur. Donc pour le trouver, il faut longer le bord postérieur de la malléole tibiale et se mettre toujours au-dessus de l'abducteur du 1. Là, on recherche. Pour savoir qu'on est bien localisé, on a toujours notre main contrôle. Donc ma main droite, en l'occurrence, qui est placée en regard du court fléchisseur des orteils. Et hop, on met une petite saturation. L'hypothèse pour la saturation, là vous regardez, je vous ai mis un petit schéma qui représente une étude en microneurographie. Vous avez d'un côté l'intensité des pressions exercées sur le nerf, et en ordonnée la réponse du nerf. On voit que quand la pression est légère, il y a une augmentation croissante de la réponse du nerf, mais si on dépasse un certain seuil, on va avoir une saturation du nerf avec une chute de la réponse nerveuse et donc un relâchement musculaire, ce que l'on vérifie tout de suite après. Donc là, on a amélioré la tonicité, on retrouve une meilleure souplesse, un mouvement céphalopodal. Donc après avoir saturé le nerf, on va passer à la deuxième étape thérapeutique qu'on appelle la sidération. Donc on a toujours une main contrôle, là c'est ma main gauche, vous voyez, qui se place toujours dans le prolongement du muscle. On va se mettre au contact du muscle, toujours essayer de percevoir la tension de celui-ci, donc d'évaluer le tonus, et on va demander une contraction des orteils qui va solliciter le court fléchisseur des orteils, mais également le carré plantaire via le long fléchisseur des orteils. Et après on relâche. C'est ce qu'on appelle une sidération. On vérifie, et là on a retrouvé une bonne tonicité
On prend le temps quand même de vérifier. Donc on va refaire le test cinétique de tout à l'heure et on voit cette fois-ci que la flexion et la supination se fait de façon plus aisée à droite et surtout de façon symétrique. Je vérifie également le test sensoriel et là j'ai une bonne réponse tissulaire. On n'oublie pas de vérifier également debout. Donc on va reprendre le test en unipodal sur le pied droit d'abord. Et là on remarque qu'elle tient mieux que tout à l'heure. Plus stable. Même chose à gauche. Donc globalement, pour le test d'appui unipodal, tout va bien. On peut considérer qu'il est désormais négatif. On va refaire l'épreuve posturodynamique, donc inclinaison tête, tronc et lombaire. Et là, vous voyez, il y a une belle rotation contralatérale. Donc on a libéré l'étage thoracique et lombaire. À gauche, tête, tronc et bassin. Vous voyez? Bon là, c'était bien, ça reste bien. On va vérifier le podopelvien. À gauche, on a la rotation. Et à droite, on a la rotation désormais. Donc, en fin de traitement, Madame avait quand même une amélioration globale de son échelle visuelle analogique. Elle est passée d'un score de 6 à un score de 2 sur 10. On a amélioré également le test d'appui unipodal. Le test de stabilité pelvienne, lui, est resté positif. Il faudra sûrement soit approfondir l'analyse, soit apporter des stimulations podales via les semelles. Et on remarque qu'on est passé à l'épreuve posturodynamique d'une dysfonction systématisée latéralisée droite à une dysfonction systématisée localisée au niveau cervical. Oh. Coucou. Là, je vois plus personne. On voit ton écran partagé, Pierre. Ouais, il faut que j'arrête le partage alors là. Je sais pas, tu as terminé? Ouais, Non, on te voit, il n'y a pas de souci. Hein. ok. Alors, je vais revenir à l'écran principal alors. Ok, ça y est. Ok. Ça va, c'est passé la vidéo? C'était nickel. Oui, Cool. parfait. Est-ce qu'il y a des questions alors? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas sur le chat. Ok. Je regarde en même temps sur le live Facebook. Facebook, pardon, non plus, nous n'avons pas de questions. Je crois que tu as été, comme d'habitude, très clair, donc il n'y a forcément pas de questions. C'est évident. Merci David. Je vois que ça clignote là. Quel bénéfice pour les névralgies de Morton? Ah, ok. Alors, le principe est exactement le même, mais effectivement, bon, déjà, il faut bien dissocier tout ce qui est syndrome de Morton de névrome de Morton. S'il y a un névrome, on est vraiment dans une problématique organique, et là, c'est différent. Mais tant qu'on est dans du syndrome, ça veut dire un ensemble de signes cliniques sans vraie cause, et bien là, on est dans des problématiques fonctionnelles. Donc, on va avoir exactement la même démarche, chose qu'on ne va pas se retrouver sur les mêmes points et sur le même nerf. Mais la démarche sera exactement la même, et puis on aura aussi des bénéfices comme vous avez pu le voir dans la démo. Après, là, c'était un cas qui a vraiment bien marché. La problématique était assez ciblée, mais on n'a pas toujours des résultats extraordinaires comme ça avec une seule stimulation. Mais c'est un cumul. Déjà, c'est tout un bilan clinique. Comme vous avez pu voir avec d'autres conférenciers, il y a un ensemble de tests cliniques et il y a bien sûr les stimulations podales qui viennent amener encore un supplément. Donc, la thérapie manuelle, pour résumer, permet déjà de fonctionnaliser le pied, donc de le rendre plus mobile et donc de faciliter les informations qui vont véhiculer. Et donc, au minimum, elles vont améliorer les douleurs et au mieux, elles vont améliorer les douleurs et améliorer l'efficacité des semelles. Donc, pour moi, c'est vraiment un complément aux semelles dans l'idéal. Pas de bénéfice pour la stabilité pelvienne, mais est-ce que les stimulations plantaires permettent de soulager les rachialgies? Oui, tout à fait, parce que
Ce qu'il faut comprendre avec l'approche de la posturologie, c'est que c'est un ensemble fonctionnel. Tout est lié. Donc, les yeux et les pieds, c'est des éléments qu'on aborde souvent. Il y a quelques publications intéressantes, notamment récentes avec Arnaud Foisy. Mais en fait, tout est lié, c'est un ensemble fonctionnel. Donc, à partir du moment où on a une zone qui est dite dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'au niveau de l'information nerveuse, il y a quelque chose qui ne passe pas, et ben, l'ensemble du corps humain fonctionne mal. Donc, souvent, les rachialgies, elles sont le reflet aussi d'un ensemble de petits paramètres qui dysfonctionnent, et notamment au niveau du pied, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez vu avec d'autres conférenciers, il y a ce qu'on appelle les tactiques de hanche et les tactiques de cheville. Et quand on a des tactiques de cheville qu'on essaye de mettre en évidence avec le test d'antépulsion pelvienne qui ne fonctionne pas, le patient passe en tactique de hanche, c'est-à-dire oscille autour de son bassin, de ses hanches. Donc il va solliciter les muscles du dos au lieu de solliciter les muscles de la loge postérieure de jambe, par exemple. Vous voyez. Donc en venant fonctionnaliser un pied et une cheville, on va relâcher, libérer les travails musculaires au niveau du dos et donc soulager même des lombalgies. Pas de bénéfice dans ce cas pour la stabilité pelvienne, mais gain dans d'autres cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, je vous ai montré en vidéo que les tests qui ont fonctionné. Et c'est pour ça que je n'ai pas refait le test de stabilité pelvienne en vidéo. Mais il y a d'autres cas où on améliore la stabilité du bassin, bien sûr, et peut-être pas le gain nucal ou des choses comme ça. Il y a une publication aussi, en tout cas un poster qui a été fait à l'ISPGR, qui montre aussi que des éléments de semelle peuvent améliorer la stabilité pelvienne. Donc vraiment, je vous invite à voir une globalité. Par définition, la posturologie, c'est une approche pluridisciplinaire. Donc il faut vraiment penser à travailler à plusieurs. L'ostéopathe et le podologue, mais grâce aux formations qu'on vous propose à Connaissance Évolution, vous pouvez faire par exemple la thérapie manuelle du pied. Et donc là, on va vous donner les outils diagnostiques et thérapeutiques pour le faire vous-même en fait et pour améliorer l'efficacité de vos semelles. Je vous ai présenté ce cas-là parce qu'il y a de nombreuses fois où j'ai reçu un patient pour, entre guillemets, aponévrose plantaire et que les semelles classiques n'ont pas suffi à soulager. Et en discutant avec ces podologues-là, ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors qu'en fait, il y a ce côté fonctionnel, ces origines nerveuses, et il suffit, comme je vous l'ai montré, de venir localiser l'émergence neurale et la stimuler pour libérer cette dysfonction. Ça, plus semelle, pour moi, on est au top. Oui, exactement. Une thérapie complémentaire, je lis la question. Une seule stimulation plantaire, parfois plusieurs, oui, effectivement. Alors, c'est le principe de la posturologie. On évite de faire trop de stimulation parce que sinon, on va saturer le système. Que ce soit par des éléments de semelle, vous avez déjà dû en voir, c'est toujours assez fin. On va respecter le seuil de sensibilité du système nerveux, justement. Et donc, on ne stimule pas trop fort et on ne stimule pas trop fréquemment non plus. C'est ce que moi, j'ai aimé dans l'approche de la posturologie, c'est que justement, on n'en fait pas beaucoup. Et donc, ça permet d'enchaîner les consultations sans être trop fatigué. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que même si on n'en fait pas beaucoup, mais qu'on est très précis dans le diagnostic et dans le traitement, on a une réelle efficacité. Une thérapie complémentaire pour pérenniser le travail manuel. Oui, d'accord. Effectivement. Alors, quand on pense au travail manuel, là, je pense que vous pensez à tout ce qui est ostéopathie et kiné, par exemple. Tape, semelle, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une thérapie complémentaire. Ça ne vient pas remplacer une autre profession, encore moins une autre technique, mais c'est quelque chose qui peut justement apporter plus de résultats, peut-être plus rapidement, et pérenniser des résultats, par exemple avec l'approche tape ou semelle, tout à fait. Moi, je sais, par exemple, en tant qu'ostéo, que les techniques qu'on m'a apprises qui ont leur efficacité et leurs limites aussi, depuis que j'utilise l'approche de la posturologie, j'ai de meilleurs résultats et je traite moins. Je passe peut-être un peu plus de temps à faire le diagnostic pour être plus précis, mais je passe moins de temps à faire du traitement. Et au final, j'ai, à mon sens, de meilleurs résultats et moins de fatigue en tout cas. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais donc laisser la main au conférencier suivant. Et ce sera donc Eddy. Ah bah tiens, ça fait plaisir ça. Salut Pierre. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ouais.
C'était trop bien. Ouais, Rapide, comme d'habitude. Ah là, tu me mets la pression, là. Hein. non, j'ai vu ce que tu as fait déjà, c'est top. Je te laisse la main alors. Ok, ça marche. À Je ferai des plus. bisous après. Ouais. Merci beaucoup, Pierre.